bonsoir à tout le monde. Thibaut disait que j'allais vous remonter le moral, c'est pas totalement sûr. En tout cas, pas dans le début de la présentation, mais après, sur la fin, ça devrait aller un peu mieux. Juste une chose, je devais aussi, Hans Eiserman devait se joindre à moi pour la présentation. Il est grippé, du coup, il viendra pas aujourd'hui, mais il est de tout cœur avec nous et on va l'évoquer en fait souvent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Hans Eiserman, c'est quelqu'un qui fait partie de notre laboratoire. Donc ici, on a donné comme titre de Bem à Zimbardo, mais de Zimbardo, je ne vais pas parler puisque Thibaut a suffisamment parlé de lui. Donc on va parler d'autres choses. Je vais commencer par présenter 3 expériences un peu fun, un peu surprenantes. Alors la première, c'est une étude qui se passe dans une gare, la gare de Utrecht, aux Pays-Bas. Les chercheurs voulaient étudier l'effet du désordre sur la discrimination. Donc leur hypothèse, c'était que si dans un environnement il y a du désordre, du coup on va avoir plus tendance à discriminer autrui. Du coup, ils ont utilisé en fait cet événement qui était une grève en fait des services de ménage en fait dans la gare. Et vous voyez en fait l'état dans lequel la gare était pendant cet événement. Et donc en fait pendant cet événement ou en fait plus tard lorsque c'était fini et que tout était bien rangé, on avait 5 chaises alignées, un compère assis sur une chaise et on regardait. Donc un compère c'est quelqu'un qui travaille avec l'expérimentateur. Et on regardait où allait s'asseoir en fait le participant, à quelle distance il allait se mettre du compère. Donc ce que vous voyez ici, c'est que lorsque... ce qu'on voit ici, c'est la mesure, c'est la distance par rapport à ce compère, donc en fait le nombre de chaises entre soi et le compère. Vous voyez que quand le compère est blanc, il n'y a pas d'effet en fait de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a de l'ordre ou du désordre, ça ne joue pas du tout sur la distance. Par contre, le résultat surprenant, c'est que lorsque le compère est noir, alors il y a un effet de la distance, donc il y a un effet sur la distance, pardon. Donc là, on va s'asseoir plus loin, effectivement, quand il y a du désordre. Donc il semblerait, selon cette étude, que quand il y a du désordre comme ça, eh bien, effectivement, on va avoir plus tendance à discriminer. Autre exemple d'étude surprenante, une étude qui va tester notre capacité à des pouvoirs extrasensoriels. Est-ce qu'on est capable de deviner derrière quel rideau va apparaître une image ? Donc, est-ce qu'on est capable ? Donc, on va demander aux participants à chaque fois d'essayer de deviner derrière quelle image une image va apparaître. Donc, l'image va apparaître soit à gauche, soit à droite, derrière le rideau de gauche ou le rideau de droite, et le participant doit deviner. Donc, plein d'essais comme ça où le participant essaye de deviner. Alors, quand c'est des images comme ça, un peu neutres, les participants n'y arrivent pas. Par contre, quand c'est des images érotiques, ils y arrivent. Ils sont au-dessus du hasard, c'est-à-dire qu'ils arrivent à deviner au-dessus du hasard de quel côté apparaît l'image. Donc, selon l'auteur, je reviendrai sur l'auteur plus tard, mais selon cet auteur, du coup, ça montrerait que les gens, lorsque ça crée chez eux une excitation, du coup, ils sont capables de deviner en fait des choses qui sont cachées dans d'autres études, c'est de deviner le futur carrément. Dernier exemple, une étude dans laquelle le but des auteurs est de tester si le fait d'écouter la chanson « Quand j'aurai 64 ans », si le fait de l'écouter, ça change l'âge que les participants ont, en fait l'âge qu'ils reportent. Donc on leur demande leur date de naissance et donc on leur fait écouter soit la chanson « When I'm 64 » ou alors une chanson neutre. Et là, les résultats montrent que lorsqu'on contrôle l'âge du père, donc on demande aussi aux participants de dire l'âge de leur père, on voit qu'il y a un effet significatif. Je vais revenir sur ce que ça veut dire, mais il y a un effet. Donc les gens reportent un âge plus petit après avoir écouté cette musique. Donc un effet de contraste en fait par rapport à ce qu'ils ont entendu. Alors, est-ce qu'on pourrait répliquer les résultats de ces différentes études ? Probablement pas. Probablement que si on essayait de reproduire ces résultats-là, on disait à midi que justement, aujourd'hui, quand on publie un article, on va nous demander de répliquer, pas comme avec la prison de Stanford, qui est tellement une grosse mise en scène que c'est difficile de répliquer, mais aujourd'hui, on va nous demander en général d'essayer de répliquer ce qu'on présente. Alors juste, parce que tout le monde n'est pas en psychologie, qu'est-ce qu'on entend par répliquer ?
Ça me demande de spécifier l'outil qu'on utilise en fait au niveau statistique pour dire qu'un effet est significatif. Donc juste en très, très simple, sans rentrer dans un truc technique, en fait, dans beaucoup de disciplines, la psychologie parmi d'autres, on va utiliser ce qu'on appelle les valeurs de P. Et ces valeurs de P, donc qu'on peut calculer avec différents indices statistiques, mais à chaque fois on va avoir un P. Et ce P, ça correspond à la probabilité de trouver les données qu'on a trouvées si en réalité il n'y avait pas d'effet. Donc dans un monde où il n'y aurait pas d'effet, quelle serait la probabilité de trouver ce qu'on a trouvé? Et en fait, on va dire qu'un effet il est significatif si cette valeur de P, cette probabilité, si elle est inférieure à 5%. Donc quand il y a moins de 5% de chance de trouver ce qu'on a trouvé dans un monde où il n'y aurait pas d'effet, on va dire que cet effet est significatif. Donc ça sera important parce que je reviendrai sur ce seuil de 0,05, ce 5% qui est important dans nos disciplines. Donc on va dire qu'une étude réplique lorsque une première étude a trouvé un effet significatif et que cette autre étude qu'on réalise, elle trouve là encore un P inférieur à 0,05, c'est-à-dire à nouveau il y a moins de 5% de chance de trouver un effet comme ça si en fait dans la réalité il n'y avait pas d'effet. Alors un exemple d'une étude de réplication, une réplication d'une étude très célèbre de Barge, Chen et Burroughs qui montrait que lorsqu'on va amorcer en fait chez les gens, donc rendre saillant à l'esprit des gens des stéréotypes liés aux personnes âgées, du coup les participants vont marcher moins vite quand ils vont sortir du laboratoire. Donc c'est une étude très célèbre. Et des collègues belges, donc Stéphane Doyen, Olivier Klein et leurs collaborateurs, ont essayé de reproduire cette étude et ils n'y sont pas parvenus, ils n'ont pas réussi à trouver un effet significatif. Cet effet était non significatif dans ces études. Ça montre d'autres choses, mais c'est le point qui a été retenu et c'est un article qui a fait beaucoup parler parce que c'est une étude célèbre et le fait qu'on n'arrive pas à la répliquer, ça a été pris comme un gros revers pour les études de Barge et ses collaborateurs. Alors, juste un problème en fait par rapport à ça, c'est quand on reproduit une autre étude et qu'on trouve un effet qui n'est pas significatif, ça veut dire que la première étude qui est ici, elle était significative, je l'ai mis en vert, ça veut dire que c'est significatif. En fait, on peut voir aussi si c'est significatif simplement par ce qu'on appelle ici l'intervalle de confiance. Est-ce qu'il inclut le 0 qui est ici? Et si le 0 n'est pas dans cet intervalle de confiance, ça veut dire que c'est significatif, ça va avec le P, c'est la même information, c'est plus ou moins redondant à ce niveau-là. Donc ici, en gros, on a l'étude de Barge, Chen et Burroughs qui est significative et celle de Doyen et collaborateurs qui n'est pas significative puisqu'elle inclut 0. Et donc ici, en fait, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que, en fait, dans la réalité, même si cet effet existe, on ne s'attend pas nécessairement à ce que toutes les études donnent un résultat significatif. En tout cas, pas dans les conditions habituelles de la science en psychologie. Pourquoi c'est pas une nécessité? Parce que imaginez en fait qu'on ait beaucoup plus de réplications, beaucoup plus d'études qui reproduisent la même chose. On pourrait s'attendre à quelque chose comme ce que je vous présente ici, c'est-à-dire une première étude significative, une deuxième qui ne l'est pas, une troisième qui ne l'est pas, une quatrième qui ne l'est pas, une cinquième qui l'est, et ensuite de suite plusieurs qui ne le sont pas, à nouveau d'autres qui le sont, etc. Donc ici, on pourrait dire, des fois ça réplique pas, donc les données ne sont pas conclusives. En fait, les données sont conclusives parce que ici, si on fait ce qu'on appelle une méta-analyse, c'est-à-dire une analyse statistique qui met ensemble tout ça, on va avoir un effet qui sera significatif dans l'ensemble, tout simplement parce que vous voyez que les ronds ici, qui symbolisent la moyenne trouvée dans l'étude, ils sont toujours du même côté de cette échelle. Ils sont toujours de ce côté-là, ils ne sont jamais de ce côté-là. Donc même s'il y a des effets qui ne sont pas significatifs, au total, ça sera significatif. Donc c'est pour ça que l'étude de Doyen et collaborateurs, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant parce que c'est qu'une seule étude qui ne réplique pas. Du coup, on ne peut pas vraiment conclure de cette non-réplication, c'est-à-dire un effet non significatif. Du coup, pour dépasser ce problème-là, on va avoir d'autres types de réplications qui vont être mis en place, des réplications multisites. Je reviendrai sur le multisite un peu plus loin. C'est comme l'exemple ici de l'étude de Martin Egger que vous voyez là. C'est une étude qui a impliqué 23 laboratoires, dont le nôtre, dans lequel on a répliqué une étude célèbre en ayant préenregistré, je reviendrai là-dessus, donc Registered Replication Report, c'est donc on va dire exactement ce qu'on va faire et l'article est accepté avant même qu'on ait les résultats de l'étude elle-même. Alors l'étude, elle est très célèbre en psychologie, ça a aussi fait beaucoup parler, puisque c'est des études qui sont très connues. C'est les effets qu'on appelle les effets d'ego depletion en anglais. C'est des études dans lesquelles on va demander aux participants, par exemple, c'est pas ce qui a été répliqué ici, mais c'est une des études, des manières de le faire la plus connue. On demande aux gens de s'empêcher de manger des donuts qui ont l'air vraiment très très bons.
Alors nous, en tant que Français, on a un peu du mal à imaginer que des donuts, ça donne vraiment envie, mais pour les Américains, vraiment, ça donne envie. Soit on leur demande de s'empêcher de faire ça, soit on leur demande de s'empêcher de manger des radis. Alors l'idée ici, c'est que s'empêcher de manger des donuts, c'est quelque chose qui demande vraiment du contrôle de soi, et l'ego depletion, c'est l'idée que ça va fatiguer le contrôle de soi, et donc derrière, si on nous demande de faire une autre tâche, on va être vraiment très mauvais dans cette tâche parce que, en gros, on est crevé, quoi. On est fatigué. Et il y a des centaines et des centaines de publications de ce type-là qui montrent ces effets-là. D'ailleurs, Martin Heger, et c'est intéressant, c'est quelqu'un qui croit à ces effets, qui avait fait une méta-analyse dans laquelle il montrait l'existence de ces effets. Donc il y croyait vraiment, et il a lancé cette Registered Replication Report, vraiment en fait de bonne foi, en pensant vraiment qu'on allait trouver cet effet. Encore une fois, ça ressemblait dans la... Enfin, c'est cette même idée, même si ce n'est pas avec les donuts. Alors, les résultats, ça va être, je vous dis, 23 laboratoires, donc on va avoir plein de laboratoires qui vont apparaître ici. Et donc quand on sera de ce côté-là, ça sera des cas où on va trouver un effet inverse à l'hypothèse. Donc finalement, le fait de s'être empêché de faire quelque chose qui demande du contrôle sur soi, ça va au contraire en fait favoriser la performance dans la deuxième tâche, alors que là, on sera du bon côté. Donc normalement, c'est en vert, on ne voit pas trop, mais là, ça sera le bon côté. Alors je vous ai dit, on a participé à ça. Il y a Cédric Bataille qui est dans la salle, qui a participé aussi avec nous, avec Oudman Zeroni, à cette réplication. Alors nous, on a trouvé ça comme effet. Vous avez ici la moyenne, ici l'intervalle de confiance, ce qui veut dire qu'on a trouvé un effet significatif, mais dans le sens opposé à toute la littérature. Donc c'est intéressant parce que de notre point de vue, on trouve ça, et si on était tout seul, on serait dit « oulala, mais il s'est passé quelque chose de fantastique ». On trouve un effet inverse, il faut vraiment le comprendre. Il y a vraiment quelque chose à comprendre là, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ici, ce que je vous montre, c'est l'ensemble des résultats des 23 laboratoires. Et ce que vous voyez, c'est que, en fait, avec Oudman et Cédric, on est ici. Il y a aussi d'autres labos qui étaient aussi du côté inverse, mais d'autres labos qui étaient du bon côté. Et au final, ici, vous avez ce qu'on appelle un diamant. C'est le résultat de cette méta-analyse qui met tout ensemble. Et si on zoome en fait, sur ce diamant, ce qu'on voit, c'est que ce diamant, il inclut le zéro, donc en fait, il n'y a pas d'effet. Donc en fait, notre effet non significatif ne prouve rien du tout, on n'a rien à comprendre. C'est juste en fait les lois statistiques qui font que ça balance d'un côté ou de l'autre. En fait, si je revenais en arrière, je ne le ferais pas, mais si on revient en arrière sur les résultats, il n'y a que 3 résultats significatifs, il y en a 2 qui sont dans le bon sens, un qui est dans le mauvais sens, et globalement, donc ça varie autour de ça. Donc ça, c'est intéressant pour parler de cette littérature-là, de l'ego depletion, donc cet effet, on ne peut pas vraiment... à partir de ça, être sûr que cet effet, il existe vraiment. C'est avec ce qu'on appelle une opérationnalisation, c'est une manière de faire les choses. Ça ne parle pas de toute cette littérature, mais en tout cas, ça remet en cause quand même assez sérieusement cet effet. Alors ça ne dit rien sur la psychologie sociale, à savoir si la psychologie sociale est en crise vraiment. Est-ce que c'est vraiment une crise de la réplication en psychologie sociale? Ce type d'étude ne dit pas ça, parce que ça traite d'un effet certes important en psychosocial, mais qui n'est pas la psychologie sociale. Pour parler de la psychologie sociale ou de la psychologie dans son ensemble, il faudrait que ces réplications multisites, ça soit fait avec plus d'effets. Donc c'est par exemple le cas d'une série de travaux de réplication qu'on appelle Many Labs, donc plein de laboratoires, dont l'étude Many Labs 1 qui a été publiée ici dans la revue Social Psychology, dont le premier auteur fait partie de notre laboratoire maintenant. Parmi les autres auteurs, vous avez Hans Eiserman, qui est aussi dans notre laboratoire, et un autre auteur leader de cet article, c'est Brian Nosek, que j'aurai l'occasion de réévoquer plusieurs fois. Donc ici, la différence avec ce que je viens de vous montrer, c'est que là, ce n'est pas juste un effet qu'on essaie de répliquer dans plusieurs laboratoires, c'est, comme vous le voyez ici, 13 études différentes qui sont répliquées dans 36 laboratoires différents. Donc là, ça donne déjà un panel un peu plus large. Les résultats, vous les voyez ici, donc des études qui répliquent, d'autres qui ne répliquent pas. Donc pareil, un intervalle de confiance, donc ces 2 études-là qui ne répliquent pas, et toutes les autres qui répliquent. Donc tout ça, c'est des effets significatifs. Donc là, je suis déjà un peu plus positif. Il y a des choses qui répliquent en psychologie, et même parfois avec des tailles d'effets plus grandes que ce qu'il y avait dans les études de base. Vous voyez ici des travaux de Kahneman. Alors je reviendrai on réévoquera Daniel Kahneman un peu plus loin, mais dans les études de Kahneman, les effets trouvés en fait sont plus grands que ce que Kahneman avait lui-même publié. Donc c'est plutôt une bonne chose lorsque les travaux de réplication trouvent des effets qui auraient été sous-estimés à la base par les auteurs des études Princeps, donc des premières études du domaine. Je vous ai dit, c'est une série, donc là vient d'être publiée il y a très peu de temps, Many Labs 2, toujours avec Rick Klein en premier auteur, donc qui est maintenant membre de notre laboratoire, je vous l'ai dit. Lorsque c'était le premier article, il n'était pas encore chez nous, mais maintenant il était là, et toujours avec Brian Nosek. Donc là, vous voyez, il y a maintenant 125 laboratoires, 28 études.
Je parle de Minilabs 2, pas juste pour dire que Rick fait partie de notre laboratoire, mais aussi pour montrer que la réplication, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus. C'est de plus en plus facile de trouver des laboratoires qui vont s'impliquer dans ce genre de programme. Pareil, donc ici, là, il y a moins d'effets qui répliquent, pas mal qui sont autour de 0, mais bon. C'est juste pour vous montrer un peu tout ça. Donc ces résultats, ils sont intéressants, mais ça n'a toujours pas vocation à répondre à la question à laquelle j'essaie de répondre, en fait, en vous parlant de tout ça, c'est de savoir s'il y a vraiment une crise de la réplicabilité en psychologie sociale. Pourquoi ça y répond pas? Simplement parce que, en fait, ces travaux-là, c'est des études qui ont été choisies parce que les auteurs les trouvaient intéressantes, mais elles ne sont pas choisies pour être représentatives de la discipline. C'est simplement des choix qui ont été faits comme ça, en disant tel type d'étude est intéressant ou facile à répliquer, donc c'est ça qu'on va prendre. Mais il n'y a pas vocation, encore une fois, à parler vraiment d'une discipline dans son ensemble. C'est l'objet justement d'un autre programme de réplication mené par l'Open Science Collaboration, derrière lequel il y a encore Brian Nosek, et d'un projet qu'ils ont appelé le Reproducibility Project Psychology, puisqu'il y en a d'autres qui vont s'appliquer à d'autres champs. Alors Richard m'a dit, parle surtout de psycho et de psychosocial, pas d'autre chose. On pourrait parler de la réplication dans d'autres domaines. Je ne sais pas si la psychologie est plus touchée que les autres, c'est pas très clair. Mais peu importe ici, donc, en ce qui concerne la psychologie, donc ce programme-là, à nouveau, comme je vous l'ai dit, mené par Brian Nosek. Donc là, c'est un article qui a été publié dans la revue Science. Donc ici, on l'a rendu un peu plus représentatif dans le sens où ce qu'ils ont choisi, c'est 100 études publiées en 2008 dans 3 grandes revues de psychologie cognitive, de psychologie sociale et une revue un peu généraliste, Psychological Science. Donc là, les études ont été prises, donc c'est plus représentatif parce que là, on n'a pas fait une sélection, on a pris toutes les études qui venaient dans ces différentes revues-là. Alors ça parle que de ces revues-là, ça ne parle pas de toutes les revues, mais on a pris vraiment les plus grandes revues, donc c'est intéressant en soi. Alors le résultat, là aussi, ça ne remonte pas énormément le moral, puisqu'il y a 36% de ces études qui donnent des résultats significatifs, sachant que les études de base, elles, avaient des effets significatifs. Là, il n'y en a que 36% qui sont significatifs. Et si on regarde le détail, on voit que parmi les études qui sont des études de psychologie sociale, il n'y en a que 25% qui donnent des résultats significatifs, alors qu'il y en a quand même 50% en psychologie cognitive. C'est plus encourageant pour la psychologie cognitive, on reste quand même à une chance sur 2. Avec le bémol que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas nécessairement toujours à des effets significatifs, donc ça, il faut le garder en tête. Mais il reste que on ne peut qu'être quand même déçu de ce 25% d'études répliquées en psychologie sociale. Donc, à la question de savoir s'il y a une crise de la réplication, il semblerait qu'effectivement, il y a une crise de la réplication et qu'on a des effets comme ça qui sont connus, publiés dans de grandes revues, qu'on peine à reproduire. Donc maintenant, la question vers laquelle je vais me tourner pour la fin de l'exposé, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'on a ces problèmes de réplication et quelles peuvent être les solutions? Donc je basculerai à chaque fois entre le pourquoi et les solutions qui sont mises en place. Alors je reviens sur l'étude de tout à l'heure sur la gare de Utrecht, où le désordre amène les gens à discriminer. Je vous ai dit, si on essayait de répliquer, probablement qu'on n'arriverait pas à répliquer. Alors, je vais expliquer pourquoi. En fait, ici, c'était donc la condition désordre. Ici, c'est la condition non-désordre, donc une fois que cette grève est terminée. Et je vous montre cette photo, en fait, pour que vous voyez un petit peu comment est organisée cette gare, parce que ça va être important pour la suite. Je vous précise également que l'étude en question, c'est une étude qui a été menée par Diederik Stapel, qui est quelqu'un qui est maintenant relativement célèbre, et même en dehors de la psychologie sociale. À l'époque, il n'était pas très connu en dehors de la psychologie sociale, même si en psychologie sociale, il était très connu. Et Diederik Stapel a écrit un livre en fait, qui s'appelle « Sortie de route ». Donc là, c'est le titre en néerlandais. Et dans ce livre, il nous parle en fait de quelque chose qui est lié à cette expérience, puisqu'il raconte en fait, dans le premier chapitre un moment où en fait, il retourne, je devrais mettre des guillemets, en fait, il va dans cette gare et il écrit « C'est totalement différent de ce que j'avais pu imaginer. Quel idiot! Je ne parviens pas à trouver le moindre endroit où nous aurions pu placer une rangée de 5 chaises. » Vous vous rappelez que je vous ai dit que dans cette étude, il avait aligné 5 chaises et puis on regardait où le participant allait s'asseoir. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Il est en train de dire qu'il réalise ce jour-là, il va dans la gare d'Utrecht et il réalise qu'il n'y a aucun endroit où il aurait pu faire ça.
Autrement dit, et c'est dans ces mots-là qu'il le dit, je suis baisé, j'ai dit que j'avais fait l'expérience comme ça, c'est impossible. Et ce qui se passe derrière, c'est que Diederik Stapel avoue avoir falsifié les données, avoir inventé complètement les données de cette étude. Cette étude n'existe pas, elle n'a jamais été réalisée. C'est un des exemples, en fait il y a plein d'autres exemples d'articles qui ont été rétractés. Parfois il a complètement inventé les données, parfois il a enlevé des données qui le gênaient. Ça a amené en tout à 58 articles rétractés pour fraude scientifique. Donc c'est un des cas les plus importants de fraude. Alors en fait, il n'est pas en tête de podium, il est qu'en 3e place de ce triste podium, puisque vous avez 2 médecins anesthésistes qui l'ont battu. Un qui a eu 183 articles rétractés pour fraude scientifique et un autre 96. Donc voilà. Donc une des causes potentielles de difficultés de réplication, c'est lorsque c'est des fraudes. Alors ce que j'ai précisé ici, c'est que c'est probablement quelque chose qui reste rare. Alors on a des collègues qui pensent pas ça. Notre collègue Nicolas Brown, qui est venu faire des présentations chez nous, pense que la fraude est beaucoup plus répandue que ce que l'on peut croire. Mais moi je pense que ça reste quand même relativement peu fréquent. Mais il reste que ça fait partie quand même des causes de difficultés de réplication. Si les études n'ont jamais existé, évidemment, retrouver le même résultat, c'est moins évident que si c'était des travaux réels. Alors dans les solutions, il y a des solutions par rapport à ça, par rapport à la vraie fraude. C'est des outils de détection de fraude en fait. Et parfois je fais un peu le parallèle avec le cyclisme, parce que en fait dans le cyclisme, Lance Armstrong, après avoir s'être dopé pendant des années, il était à la retraite, il pouvait penser qu'il était bien peinard, et en fait, non, en fait, il y a de nouveaux tests qui sont sortis et qui ont permis de montrer que Lance Armstrong s'était dopé, et donc il a dû admettre, alors que sa carrière était terminée. Ce qui montre qu'en fait, on peut parfois frauder et puis penser qu'on est tranquille, et puis un jour, quelqu'un va développer un test qui va permettre rétrospectivement de montrer que vous avez fait quelque chose de grave. C'est pareil en fait en psychologie. En fait, en psychologie, il y a des gens qui se sont portés sur cette question-là et qui ont développé des tests ou trouvé des techniques pour démontrer que des gens avaient fraudé. Donc ce que je vous ai montré ici, c'est... Alors les reporters se sont un peu lâchés là-dessus, hein. Pardonnez les termes qui sont utilisés, mais ici le data vigilante, donc c'est ici Yuri Simonson, que vous voyez ici en photo, et alors ici data detective. Alors en fait Yuri Simonson, dans un article que je vais évoquer après, il a comme ça débusqué en fait 3 personnes qui ont fraudé, alors Stapel, mais c'était déjà trop tard, et 2 autres cas de personnes qui ont fraudé. Alors avec des techniques diverses et variées, j'ai choisi un exemple parce que cet exemple me semble intéressant pour cette question. C'est une étude en fait, dans laquelle on demandait aux participants d'estimer le prix qu'ils seraient prêts à payer pour des t-shirts. Alors il y a 2 conditions ici, vous voyez les 2 types de t-shirts qui étaient proposés. Et alors je ne sais même plus dans quel sens l'effet était censé aller, mais un ensemble d'auteurs avait trouvé qu'on était plus prêt à payer pour l'un de ces 2 t-shirts. Alors ce que je vous présente ici en bas, dans ce graphique, chaque point ici, c'est une étude de la littérature qui utilise cette même mesure. Cette mesure qui est le prix qu'on est prêt à payer pour un t-shirt. Et ici, la mesure, ce qu'en psychologie on appelle la variable dépendante, c'est quoi? C'est la proportion de multiples de 5. Parce que l'être humain a cette caractéristique qui est que quand on demande à un être humain combien il veut payer pour un t-shirt, ou en fait pour différents produits, il utilise beaucoup, au-dessus du hasard, très nettement, des multiples de 5. Les gens vont plus facilement dire 5 $, 10 $, 15 $, 20 $, plus que des chiffres au hasard. Et le 20% qui est ici, c'est justement c'est ce qu'on attendrait s'il n'y avait pas cette surreprésentation des multiples de 5. Donc ça, c'est une caractéristique de l'être humain qu'un fraudeur peut ne pas connaître quand il fraude les données. Et c'est justement ce que Dirk Smesters a fait, c'est-à-dire qu'il a créé des données. Alors il était meilleur en stats que Diederik Stapel, avec qui j'ai collaboré, j'ai même 2 articles avec lui, 2 qui n'ont pas été rétractés heureusement pour moi, mais même si je n'aurais pas été vraiment responsable de ça, mais peu importe. Lui, il était très très mauvais, Diederik Stapel, il n'aurait pas pu simuler de belles données. Et là, Dirk Smesters, il a simulé des données vraiment très très belles, mais seulement il ne connaissait pas assez l'être humain pour savoir comment l'être humain fonctionnait en réalité. Et quand vous regardez les données de Dirk Smesters, elles sont ici à 20%, c'est-à-dire en fait de vraies belles données qu'on crée sur son ordinateur tout seul, mais qui ne sont pas ce que fait un vrai être humain. Un être humain, il ne fait pas ça.
Un être humain, il fait ce qu'on voit dans les vraies études qui sont là, il utilise principalement des chiffres qui sont des multiples de 5. Donc c'est ce qui a permis en fait à Yuri Simonson de dire à Smesters, non, quand tu me dis que tu as juste retiré quelques participants qui ne t'arrangeaient pas, c'est faux, ça n'explique pas tes résultats. Et donc ces articles ont finalement été rétractés. Donc un exemple de ce type de choses qu'on peut faire pour aller, entre guillemets, débusquer après coup le fait qu'il y a eu fraude. Alors une autre raison, en dehors de cette fraude, peut renvoyer à quelque chose que j'ai appelé ici le paradoxe de la publication. Alors ce paradoxe, c'est quoi? C'est le fait que si on regarde la puissance moyenne des études reportées en psychologie, et ce que j'appelle la puissance, c'est la probabilité de trouver un effet significatif si cet effet existe. D'accord? Si l'effet existe, quelle est la probabilité qu'il soit significatif? Et en psychologie, pendant longtemps, on a estimé ce chiffre à 50%. Jacob Cohen, qui est quelqu'un de très important en psychologie, avait estimé ce chiffre-là à 50%. Ça voudrait dire que quand on fait une étude sur un effet qui existe, on met tellement peu de participants dans notre étude que ça a une chance sur 2 d'être significatif. Donc c'est ça qu'on appelle la puissance, et c'est très bas, en fait, cette puissance. On l'estime un peu à la baisse maintenant, en disant qu'en psychologie, on serait autour de 35 à 50% de puissance. Ce qui veut dire que si l'effet existe, encore une fois, il n'a qu'une chance sur 2 ou même moins d'être significatif. Et pourtant, le paradoxe est là, on a plus de 90% des résultats reportés dans les revues qui sont des effets significatifs. Donc là, c'est un paradoxe. Ça ne va pas. Si la puissance elle est moins de 50%, on devrait trouver moins de 50% d'effets significatifs. Or, il y en a 90%. La seule explication à ça, c'est un biais de publication. C'est le fait que les revues et les auteurs ne vont pas soumettre des effets qui ne sont pas significatifs, et les revues ne vont pas accepter des effets qui ne sont pas significatifs. Ça expliquerait cette surreprésentation des effets non significatifs. Enfin, des effets significatifs, pardon. Alors on appelle parfois cet effet le file drawer problem, donc le tiroir, c'est-à-dire que les études que l'humoriste qui a fait ce dessin a appelé boring studies, c'est que les études non significatives, on les laisse dans le tiroir, on ne les publie pas. Alors qu'on va publier que les études qui sont intéressantes au sens où elles montrent un effet significatif. Donc ce biais de publication, il peut expliquer les problèmes de réplication parce que du coup, on va surestimer nos effets en n'ayant pas publié des effets non significatifs qui viendraient remettre en question justement ce qui a déjà été publié. Alors ça, c'est le problème. Quelles sont les solutions par rapport à ça? Dans les solutions, il y a justement de ne pas baser l'acceptation d'un article sur le fait que l'effet soit significatif ou pas. Et pour faire ça, il y a une solution très simple qui sont justement quelque chose que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, les register reports. Alors il y a soit des register reports, donc des reports préenregistrés qui sont des réplications, mais pas forcément, ça peut être des effets nouveaux en fait. Donc ça, c'est des exemples de revues qui acceptent que vous soumettiez votre article en disant voilà l'étude que je vais faire, elle n'est pas encore faite, et voici la méthodologie que je vais utiliser, est-ce que vous acceptez ou pas? Et donc les revues décident sur cette base-là si l'article est accepté ou pas. Donc là, il n'y aura pas de biais de publication, l'article sera accepté, quels que soient les résultats de l'étude. Donc ça gère ce problème de biais de publication. Une autre solution par rapport à ça, c'est aussi que, en fait, si les éditeurs refusent, c'est-à-dire les éditeurs, ceux qui décident si on publie ou pas un article, s'ils refusaient les résultats non significatifs, c'est pas pour rien, c'est que quand un effet est non significatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, ça veut dire qu'on ne peut pas conclure. Ça veut dire qu'il n'y a rien à en dire, ça veut dire qu'on ne sait pas si l'effet est en fait dans un sens ou dans un autre. Donc c'est pour ça qu'on avait du mal à publier ces effets. Alors, c'est ce qu'on a vu ici, puisque si j'ai cette étude-là, l'effet n'est pas significatif, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet. Je vous ai dit que quand on prend tout ça et qu'on met tout ensemble, en fait, il y a un effet. Donc ce n'est pas parce que cet effet n'est pas significatif que ça dit quelque chose. Donc en fait, là où on a progressé ces dernières années, c'est qu'on a de plus en plus popularisé des tests qui vont permettre de pouvoir dire quelque chose quand un effet est non significatif, si vraiment on a mis ce qu'il faut pour ça. En l'occurrence, notamment beaucoup de puissance statistique, c'est-à-dire beaucoup de participants dans l'étude, ça va permettre de dire notamment que l'effet est négligeable. D'accord ? Donc pas forcément qu'il n'y a pas d'effet, mais de dire que cet effet est négligeable. Donc ça, c'est des choses qu'on ne faisait pas beaucoup avant et qu'on commence à faire maintenant et qui peuvent permettre de dépasser ces biais de publication. Pour passer au problème suivant, je reviens sur l'étude que j'ai évoquée tout à l'heure, sur la capacité que les gens auraient à deviner derrière quel rideau se trouveraient les images, voire à deviner le futur. En fait, ça, c'est un article de Daryl Bem, qui a publié dans la revue Journal of Personality and Social Psychology 9 études, dont 8 avec des effets significatifs.
études toutes censées démontrer la capacité à la perception extrasensorielle. Alors à midi, encore une fois, je disais que dans ces revues-là, on demande des réplications. Et effectivement, c'est ce qu'on a demandé de cet auteur, c'est de répliquer plusieurs fois ces effets, et c'est ce qu'il a fait. Alors j'ai pris cet exemple parce qu'il est très intéressant au sens où ça a secoué un peu la communauté scientifique ici de voir qu'un effet qui est a priori faux, c'est-à-dire que c'est un présupposé en fait des scientifiques, un présupposé que je partage, qui est que ces capacités n'existent pas. Et si elles n'existent pas, comment c'est possible que quelqu'un arrive à trouver 8 études avec des effets significatifs sur 9 de quelque chose dont on peut penser a priori, même si une frange de la population peut penser que ça existe, mais l'autre frange, la grande majorité, va penser que ça n'existe pas. Comment on fait pour trouver autant d'effets significatifs ? Et bien justement, pour beaucoup, en fait, c'est quelque chose qui démontre que les statistiques qu'on utilise en psychologie, ça ne va pas. C'est qu'il y a un problème avec les stats qu'on utilise. Que la p-valeur dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a des problèmes avec ça qui peuvent expliquer qu'on est capable de produire comme ça toutes ces expériences sur quelque chose qui est du vent. Alors je vous ai parlé aussi de cette étude qui semblait vraiment très, très bizarre, on écoute une chanson et après on est plus jeune, l'âge qu'on reporte est plus bas, significativement. Alors on pourrait penser que les auteurs qui ont fait cette étude vont aller dans le même sac que les autres, pas du tout, parce que les auteurs qui ont mené cette étude, leur objectif c'était de montrer qu'on peut démontrer n'importe quoi quand on fait n'importe quoi avec les statistiques. Donc c'est en fait un article de Joseph Simonson, Leif Nelson et Yuri Simonson qui ont exprès fait 2 études sur cette question-là. Je vous ai montré qu'une seule étude, en partant du principe, à nouveau, que c'était tellement impossible que ça existe, du coup que si on arrive à trouver des effets significatifs, c'était bien qu'il y avait un problème avec les stats qu'on utilise. Donc cet article, à nouveau publié en 2011, l'année 2011, il s'est passé beaucoup de choses, eh bien cet article a secoué vraiment la communauté scientifique de la psychologie, puisque vraiment ça a montré qu'il y avait un problème effectivement avec les stats qu'on utilisait. Alors le titre de l'article parle de faux positifs. Ce qu'on appelle un faux positif, c'est conclure à tort qu'un effet existe, c'est dire il y a un effet significatif, donc cet effet existe, quand en fait cet effet n'existe pas. C'est ça qu'on appelle un faux positif. Et avec les tests statistiques qu'on utilise, avec la p-valeur qu'on utilise, je vous ai parlé de 5%, on s'attend à ce que 5% des cas, on ait des faux positifs. Donc le chiffre qu'on devrait avoir ici, dans ce que je vais vous montrer, ça serait à chaque fois 5%. C'est le risque qu'on est prêt à prendre quand on utilise ces statistiques. Et en fait, on va voir que dans cet auteur, dans ces études-là, il montre qu'il y a plusieurs techniques que les gens peuvent utiliser qui peuvent amener à un taux de faux positif qui est au-delà de ce qu'on pourrait normalement attendre, qui serait ce 5%. La première technique possible, c'est d'avoir plusieurs mesures. En fait, ici, en l'occurrence, ils n'en ont pris que 2, mais parfois les auteurs en ont beaucoup plus que ça, où on mesure plein de choses, et puis en fait, on va garder la seule qui donne un effet significatif. J'en ai 2. Celle qui donne un effet significatif, je le reporte, et puis celle qui donne un effet non significatif, j'en parle pas. Ou alors, du coup, voilà, je choisis celle qui marche, voire je fais une moyenne des 2. Enfin, je peux essayer différentes techniques autour de ça. La deuxième technique B, c'est le fait de faire passer, on va dire, 50 participants, je teste. Si c'est pas significatif, je rajoute 10 participants, je teste. Si c'est pas significatif, je rajoute 10 participants, je teste, et ainsi de suite. Et ça, on voit que ça fait, encore une fois, ça amène à 7,7% au lieu des 5%. On voit que le biais ici n'est pas énorme en soi. Pareil, la première technique, ça amène à un biais qui n'est pas énorme, 9,5 au lieu de 5. Voilà. Et ça, les gens dans la littérature, moi-même, je fais partie de cette littérature, on pouvait s'attendre à un petit biais de cet ordre-là, en fait. Mais on se disait, c'est pas très grave, en plus on réplique, on l'a trouvé plusieurs fois. Donc, bon. Technique C, c'est tout à l'heure, je vous ai dit, en fait, dans l'étude, ils ont contrôlé l'âge du père. Et en fait, dans cette étude, ils avaient plein de mesures différentes, l'âge du père, l'âge de la mère, il y avait plein de trucs. Et en fait, ils les ont tous essayés, en fait. Toutes ces variables, ce qu'on appelle en fait des covariés, ils les ont tous essayés pour voir qu'est-ce qui donnerait un effet significatif. Donc contrôler cette variable, ou alors contrôler les interactions. Donc regardez si cette variable va faire que l'effet est plus ou moins fort. Voilà, ça c'est encore quelque chose qui donne un taux de faux positif trop grand. Enfin, dernière technique qu'ils ont incluse, ce serait le fait d'avoir 3 conditions expérimentales au lieu de 2. En fait, moi je vous ai rapporté 2 conditions expérimentales. En réalité, dans l'étude, il y en a 3. Et en fait, c'est quelque chose
qui pouvait être fait par le passé, c'est d'avoir 3 conditions, puis de rapporter que les 2 qui nous intéressent, et passer sous silence l'une des conditions. Encore une fois, ici, 12,6, ça commence à devenir sérieux, mais bon. Sauf que le problème, c'est que les auteurs, quand ils vont utiliser la flexibilité dans l'analyse des données, ils vont pouvoir utiliser ces 4 techniques. Alors le problème, là, ça devient sérieux quand on va combiner les techniques. Vous combinez la A et la B, on passe à 14,4%. Vous combinez la A, la B et la C, vous passez à 30,9%. Vous combinez A, B, C et D, et vous passez à 60,7%. Donc au lieu d'être à 5%, là, ça explose, on est à 60%. L'article ici est de dire, et va loin en disant Analysis allows presenting anything as significant. Trouver tout significatif. Ils exagèrent un petit peu. 60%, c'est pas tout, mais c'est quand même vraiment beaucoup. Et ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose que dans la littérature, on n'imaginait pas. On imaginait que les petites libertés qu'on pouvait prendre avec le traitement statistique pouvaient amener un petit biais, mais pas à ce point-là, vraiment. Donc là, ça a été vraiment un révélateur important dans la littérature. Ce que tout ça, ça montre aussi, c'est que si les gens font tout ça, si on utilisait ces degrés de liberté, cette flexibilité dans l'analyse des données, c'est aussi parce qu'il y a ce qu'on voit dans ce petit dessin, que j'ai repris d'un livre de Jeff Cumming, c'est qu'il y a une obsession avec ce point 0,5. Le fait de savoir que les éditeurs vont accepter les papiers, surtout si c'est significatif, donc si c'est en dessous de ce point 0,5, ça va amener les gens effectivement à faire un peu comme ici cette personne qui va jouer au jeu jusqu'à arriver à avoir le jackpot, bah, c'est un peu ça. C'est-à-dire que les chercheurs étaient un petit peu comme ça, à essayer différents tests jusqu'à trouver l'effet à 0,5, avec cette fascination de ce point 0,5 qui est ici. Alors cette flexibilité dans l'analyse des données, ça a un nom, on appelle ça maintenant le p-hacking, c'est chercher vraiment jusqu'à trouver un effet significatif, donc en dessous de ce fameux point 0,5. Et donc on peut vraiment penser que ce p-hacking est vraiment un gros problème qui augmente donc les faux positifs et qui crée, et à mon avis c'est vraiment le plus sérieux par rapport à la crise de la réplication, c'est cette liberté qu'on a pris avec ça, puisqu'on voit encore ici avec presque 61% de chances de trouver un effet significatif alors qu'en fait il n'y avait rien. Ce point 0,5 en fait qui nous obnubile, en fait ça fait aussi que, c'est un exemple que prend Robert Giner-Sorolla, qui fait que lorsqu'on présente à des gens, si on présente à des gens un article avec 2 études à 0,04, donc des P à 0,04, par opposition à un article dans lequel il y aurait 3 études, une à 0,02, une à 0,07 et une à 0,11, et qu'on demande à des chercheurs lequel article vous donnerait le plus confiance en l'existence de l'effet, Giner-Sorolla n'a pas fait une étude, il fait juste un exercice de pensée. Ici, il pense que les chercheurs vont préférer le premier article, et je suis très convaincu du fait que, effectivement, à ce moment-là, c'est ce qui se serait passé. Les gens, en fait, vont préférer ça. Ils vont être plus convaincus par cet article que par celui-ci, parce que, ici, vous avez 2 effets qui ne sont pas significatifs. Mais en réalité, si vous faites une méta-analyse, vous voyez que le P de l'ensemble, ici, est de 0,012, alors que là, le P est de 0,0074. Autrement dit, ici, c'est plus convaincant, ça amène plus de données en faveur de l'existence d'un effet que ici. Encore une fois, ça montre cette fascination pour ce point 0,5 des chercheurs qui ont du mal à comprendre vraiment comment ça fonctionne. Et je pense que vraiment, la compréhension de ce que c'est que les stats, c'est un des gros problèmes de cette crise de la réplication, où des chercheurs qui vont avoir plusieurs VD, etc., du coup, vont pas vraiment comprendre ce problème. Donc la flexibilité dans l'analyse des données, c'est un des gros problèmes dans cette crise de la réplication. Alors quelles sont les solutions par rapport à ça? Alors il y a une première solution qui est simplement un pansement, une fois que c'est trop tard. Ça va être des outils qui vont permettre de détecter le p-hacking. On a parlé tout à l'heure d'outils pour détecter la fraude. Ici, c'est pour détecter une forme, on pourrait dire que c'est une forme de fraude, mais une forme un peu plus légère de fraude, puisqu'il y a vraiment des études, alors que dans la fraude, c'est vraiment, on invente complètement des données. Et pour détecter le p-hacking, on va utiliser en fait un principe statistique que peu de chercheurs en fait connaissaient avant 2011. C'est le fait que si un effet existe réellement, ce qu'on va trouver, c'est que les p-valeurs qu'on va trouver, elles vont être principalement toutes petites ici et plus rarement proches de ce point 0,5. Si vraiment l'effet existe, on va trouver dans la littérature qui teste cet effet plutôt des effets comme ça à 0,00 quelque chose que des effets à 0,05. On devrait avoir cette forme-là. Donc si vous prenez une littérature qui montre des effets significatifs, et si vous voulez savoir si cette littérature elle est solide, vous pouvez regarder effectivement si la courbe elle est celle que vous voyez ici au tableau.
D'accord ? Une autre manière de la présenter, c'est exactement la même chose. Ici, c'est simplement le pourcentage de p-valeurs. Et ici, des p-valeurs autour de 0.01 ou plus petit, 0.02, 0.03, 0.04. Donc c'est exactement la même chose. On s'attendrait à ça si l'effet existe vraiment. Sauf que souvent, quand on applique, quand on regarde en fait ça, cette distribution des p-valeurs dans une littérature, ce qu'on va trouver, c'est l'inverse. Ce qu'on va trouver, c'est une surreprésentation des p-valeurs qui sont proches du 0.05. Et ça, c'est pas bon signe, parce que ça veut dire que c'est l'inverse exact de ce qu'on devrait trouver si l'effet existait. Et comme par hasard, on a une surreprésentation de cette zone où en fait on peut s'attendre à être lorsqu'on fait du p-hacking. C'est-à-dire si je fais une étude, j'ai 0.07, je pense que les éditeurs ne vont pas aimer, je vais essayer d'autres stats jusqu'à ce que j'arrive à 0.04, et si je trouve mon 0.04, j'arrête là. Et donc ça pourrait expliquer cette surreprésentation des valeurs proches de 0.05. Donc ça, c'est des outils qui sont maintenant même des outils alternatifs aux méta-analyses qui permettent de voir si on peut avoir confiance dans une littérature ou si c'est une littérature dans laquelle il y a eu du p-hacking, où les auteurs ont en fait dû creuser un petit peu, faire saigner la pierre, comme disait quelqu'un, pour faire apparaître des effets significatifs. Encore une fois, ça, c'est du coup, une fois que c'est trop tard, une fois que c'est publié, la solution, en fait, qui est une solution qui est vraiment de plus en plus défendue de plein de manières différentes, c'est finalement tout simplement la transparence. Parfois, en fait, quand je veux résumer l'évolution des pratiques de recherche en psychologie, ce que j'explique, c'est que par le passé, tout seul dans notre laboratoire avec nos co-auteurs, on se demandait si ce qu'on avait décidé de faire, c'était légitime scientifiquement, et si nous, on estimait que c'était le cas, on n'était pas obligé de tout dire aux experts, de tout dire dans l'article. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on part du principe qu'on doit être totalement transparent sur absolument tout, et ça sera aux experts et aux éditeurs de décider si ce qu'on fait, c'est légitime. Donc c'est vraiment une des meilleures manières de résumer, je pense, l'évolution. Alors justement, pour traduire ça aussi, les mêmes auteurs que tout à l'heure, Simmons, Nelson et Simonson, dans un autre article, proposent ce qu'on a appelé parfois la règle des 21 mots. C'est juste dans votre article, si justement vous avez joué le jeu de la transparence, faites-le savoir en disant ce qui est écrit ici. We report how we determine our sample size. Je reviendrai sur cette question. Donc, on reporte comment on a déterminé la taille de notre échantillon. On reporte toutes les données qui ont été exclues. Si on a enlevé des VD, si on ne prend pas en compte des VD, si on ne prend pas en compte des participants, on doit le dire. Si on a enlevé des manipulations, si on ne parle pas de certaines conditions expérimentales, on doit le dire. Et toutes les mesures qu'il y a dans l'étude, on doit absolument tout dire. Et donc là, on annonce que du coup, on a une transparence totale. C'est une première solution. Une autre solution, c'est quelque chose qui a été rendu possible par notamment ce Center for Open Science, qui a été développé par Brian Nosek, encore une fois, donc ce chercheur en psychologie sociale. Il a développé ce grand centre pour la science ouverte, Open Science, qui héberge notamment un site qu'on appelle Open Science Framework. J'entendais des étudiants tout à l'heure parler de ça, et c'est une très bonne chose. Maintenant, les étudiants formés à Grenoble connaissent OSF, ils connaissent ce site, et c'est un site dans lequel on va préenregistrer nos études. On va aller sur ce site, et on va sur ce site indiquer la méthodologie qu'on va utiliser, les hypothèses qu'on a, et les traitements de données qu'on va appliquer. Donc ici, du coup, il n'y aura plus les problèmes de p-hacking, puisqu'on aura annoncé tout ce qu'on va faire, ce qui est bon pour la confiance que les gens vont pouvoir avoir en nous, mais aussi par rapport à nous, en fait, tout simplement. Parce que ce qu'on a réalisé aussi, en fait, avec cette crise de la réplication, c'est que parfois, on arrive à se berner nous-mêmes en se disant que dès le départ, on pensait qu'on ferait les choses comme ça, alors qu'en fait, ce n'est pas vraiment le cas, et qu'en fait, on peut avoir surestimé en fait, ce qu'on avait prévu dès le départ. Ici, vous allez poser les choses, et donc ça vous évitera à vous-même pas inconsciemment, mais en tout cas de vous laisser influencer par cette fameuse confirmation d'hypothèse qui est très présente chez tout un chacun, mais également évidemment chez le chercheur. Donc OSF, c'était un exemple. Maintenant, il y en a d'autres. Ici, par exemple, As Predicted, qui a été créé par Simonson et ses collaborateurs, là aussi. Donc vous avez plein d'exemples de ce type-là. C'est à ce moment aussi qu'a commencé à apparaître des badges en fait, sur les articles. Donc sur les articles scientifiques publiés aujourd'hui, dans beaucoup de revues, vous pouvez voir ce type de badge. Ici, ce type de badge ici, celui-là veut dire pré-enregistré, c'est-à-dire que vous pouvez indiquer, ça va indiquer en fait sur la première page de votre article que vous avez justement posté sur ce type de site vos hypothèses, etc., etc. Donc, quelque part, vous donnez ici confiance, un peu comme la règle des 21 mots, c'est que ça donne confiance à votre lecteur sur le fait que vous avez préenregistré tout ce qui est là-dedans et donc qu'il y a potentiellement moins de p-hacking qu'autrement. Alors ça, c'est un des badges. Il y a d'autres badges comme Open Data, donc c'est l'idée que n'importe qui lit votre article va pouvoir aller regarder vos données
et pouvoir refaire les traitements stats s'ils le souhaitent. Et Open Material, c'est l'idée qu'on va laisser sur le site OSF, par exemple, tout le matériel expérimental que vous avez utilisé. Donc là encore, quelque chose qui augmente la transparence. Ici, vous voyez, donc, ça c'est la revue Psychological Science, mais il y en a plein d'autres qui font ça. Et bien, du coup, ici, on voit les badges. Donc ces trois badges ici disent que cet article-là, eh bien, il a été préenregistré, les données sont accessibles et le matériel également. Donc là encore, ça peut renforcer la confiance qu'on a dans cet article. L'autre chose qui a changé aussi par rapport à tout ça, c'est l'importance donnée aux réplications. En fait, il y a quelques années, on disait que lorsqu'on répliquait les travaux des autres, eh bien, ce n'était pas intéressant, et que quand vous soumettiez dans une revue une réplication, on pouvait vous dire ouais, bon, l'apport de ce que vous avez trouvé n'est pas vraiment très intéressant, parce qu'on sait déjà ce que vous montrez, donc non, on ne va pas le publier. Eh bien, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, puisque dans des revues comme Journal of Experimental Social Psychology, je vous ai juste mis quelques exemples, mais ça, c'est une revue très importante en psychologie sociale. Vous voyez ici que j'ai mis en surligné, on ne voit pas très bien, mais que c'est une revue qui encourage les auteurs à soumettre des articles de réplication. Ici, la revue Social Psychological and Personality Science, qui invite également à faire ça. La revue Social Psychology, Psychological Science, et ainsi de suite. Vous avez plein de revues qui maintenant vraiment invitent à soumettre des réplications. Et alors, pareil, on disait en fait avant que si on ne trouvait pas des effets, les gens l'ignoreraient, ne regarderaient même pas ce que vous avez publié, et on se rappellerait juste de l'effet qui avait été publié qui était significatif, et que même si vous publiez votre effet et qui n'est pas significatif, les gens ne regarderont pas. Je vous ai parlé de l'article de Martin Egger tout à l'heure. C'est un article qui est cité 380 fois alors qu'il a été publié en 2016. Donc c'est un article qui fait partie des articles les plus cités en fait de Web of Science, cette base qui regarde les citations des articles. Donc aujourd'hui, les gens s'intéressent énormément à la réplication. Donc ça a vraiment changé. Une autre illustration de ça, c'est lorsque vous regardez le nombre d'articles publiés avec replication dans le titre, eh bien on voit qu'en 100 ans, donc de 1900 à 2000, il y en a eu 2233, alors que de 2000 à 2017, il y en a eu 2010, et je n'ai pas ajouté ici 2018, mais ça aurait, à mon avis, encore bien plus explosé que ça. Donc ça montre que vraiment, c'est quelque chose qui intéresse aujourd'hui, et de plus en plus, on arrive à publier des réplications. Voire même, il y a des initiatives comme le CREP, le Collaborative Replications and Education Project, qui est quelque chose qui est importé ici. C'est à nouveau une initiative dans laquelle Hans Eiserman est impliqué. C'est l'idée de former très rapidement les étudiants, dès la licence même, ici en L3, donc on commence à l'utiliser, former les étudiants très rapidement à la réplication et à l'importance de la réplication. Une dernière chose, une des dernières raisons qu'on retrouve en fait dans ce titre, je vous ai parlé en fait tout à l'heure justement de la puissance statistique, de l'importance d'avoir suffisamment de participants. Vous avez ici cet article, alors je vais surtout reprendre son titre, mais qui est un peu poétique hein, quelque part, puisque c'est ici naviguer dans la mer du chaos jusqu'au corridor de la stabilité. Alors c'est l'idée justement de sortir de cette mer du chaos, qui est cette difficulté de la réplication, pour aller vers des choses un peu plus stables, et qui peut être illustrée avec cet autre article de Schrodenbrot et Marco Perugini. Vous voyez ici, alors c'est appliqué avec un exemple ici qui est une corrélation, où ici vous avez le nombre de participants dans l'étude. Alors ça c'est une simulation, mais ici ce que vous voyez c'est que cette corrélation, quand on a peu de participants, la taille de cette corrélation ça va dans tous les sens. Donc c'est cette fameuse mer du chaos lorsqu'on n'a pas suffisamment de participants. Et au bout d'un moment, quand on arrive à un nombre suffisamment important, ici c'est le point de stabilité, on rentre dans ce corridor de la stabilité où les valeurs commencent à être beaucoup plus calmes, où ça commence à bouger un peu moins. On sort de la tempête. Ça c'est une des grosses causes de non-réplication, c'est aussi que justement, on n'utilisait pas suffisamment de participants. Je me souviens de ce temps où les étudiants de première année, quand on leur présentait des travaux, ils disaient « Mais monsieur, c'est nul votre étude, il n'y a que 40 participants, ça ne va pas. » Et à l'époque, on leur répondait « Tu ne sais pas ce que tu racontes. Si, c'est bien, c'est ce qu'on fait chez nous. » Mais ça a changé. Ça, aujourd'hui, on se rend compte des problèmes qu'il y a à utiliser effectivement trop peu de participants dans nos études. Trop peu de participants
qui amène une faible puissance statistique, donc peu de chances de trouver un effet s'il existe, mais surtout aussi cette mer du chaos où en fait ça bouge vraiment beaucoup trop, et donc même si on trouve un effet significatif, si on a la chance d'en avoir un effet significatif, c'est quelque chose qui est vraiment trop instable pour pouvoir être quelque chose digne de confiance. Donc la littérature a mis en place pas mal de choses pour améliorer la situation par rapport à ça. La première, c'est l'augmentation en fait, de ce que j'ai appelé ici le nombre de participants canoniques, c'est-à-dire que dans les revues maintenant, si vous soumettez un article avec 20 participants dans chaque condition expérimentale, il y a grande chance que les experts et l'éditeur vous disent non, ça va pas du tout, c'est pas du tout sérieux ce que tu fais. Donc ce qu'on s'autorisait il y a quelques années, maintenant c'est terminé, maintenant on va en dessous de 50 participants, il faut vraiment avoir de fortes justifications pour dire je m'attends à un effet très très fort, donc je peux me le permettre. Ça va avec ce deuxième point qui est que maintenant on demande de plus en plus aux auteurs de justifier la taille de leurs échantillons. En disant aux auteurs, vous devez nous dire pourquoi vous avez utilisé ce nombre de participants. Qu'est-ce qui vous permet de penser que 20 participants par condition ça suffit? Qu'est-ce qui vous permet de penser que 50 participants ça suffit? Et en fait, quand on regarde les effets qu'on veut montrer en psychologie, j'ai parlé de 50 par condition, même 50 par condition, c'est souvent pas suffisant. C'est des effets qui nécessitent déjà d'être des effets relativement forts. Donc en fait, les tailles d'échantillons augmentent, voire explosent, puisque de plus en plus, on se rend compte que pour avoir une étude qui serait valable, il faut vraiment beaucoup de participants. C'est ce qui fait qu'un changement qui est important, c'est le fait de commencer à utiliser des études, ce qu'on appelle parfois multicentriques, c'est-à-dire des études qui vont en fait impliquer plusieurs laboratoires. Donc plusieurs laboratoires vont se mettre ensemble parce que le coût que ça représenterait de faire l'étude, ça serait trop important pour un seul laboratoire, donc on va se mettre à plusieurs en fait pour avoir suffisamment de participants. Ça c'est compliqué parce qu'il faut trouver en fait des collaborateurs. C'est pour ça que l'UGA participe à travers Hans Eiserman à quelque chose qui s'appelle Psychological Science Accelerator, qui est un réseau de plus de 350 laboratoires, je crois que maintenant on est plutôt autour de 400, sur 45 pays différents, qui va servir en fait de plateforme pour que là-dessus en fait les auteurs puissent aller dire voilà moi je veux faire telle étude, j'ai besoin donc de collaborateurs d'autres sites qui vont participer avec moi pour avoir suffisamment de participants. Ça va permettre ça et puis ça va permettre aussi d'avoir une population plus représentative de l'être humain dans son ensemble et de ne pas être limité uniquement à des participants qui seraient nord-américains ou européens. D'accord ? Ça va permettre aussi à des chercheurs de pays dans lesquels c'est difficile d'avoir des participants de pouvoir collecter dans tous ces pays et de manière plus générale. L'UGA soutient ce genre de choses et Grenoble va être encore plus visible grâce au soutien de l'UGA dans ce domaine. Enfin, dernière chose, ça c'est très technique, mais il y a eu un changement aussi dans les types des plans d'expérience. Alors ça va parler aux étudiants de psychologie. On va passer en fait d'études dans lesquelles on utilisait des variables intra, les variables inter. C'est des variables inter, c'est les participants sont soit dans une condition, soit dans une autre, et on compare ces deux groupes de participants. Et bien de plus en plus, on va essayer, lorsque c'est possible, de passer à des plans en intra-sujet, c'est-à-dire des plans dans lesquels les participants sont exposés aux différentes conditions expérimentales. Ça améliore aussi la puissance et la stabilité des effets, puisque quelque part un participant est le contrôle de lui-même, donc on peut comparer ce participant à lui-même. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de plus en plus souvent. Et je vous ai parlé tout à l'heure de la différence entre la psychologie cognitive et la psychologie sociale. Ça peut être une des grosses différences à ce niveau-là. C'est qu'en psychologie cognitive, on utilise depuis plus longtemps, parce que ça s'y prête un peu plus, des plans intra-sujets. Alors pour terminer, on peut se poser la question de savoir si ces changements ils ont eu un impact en fait. Est-ce que avoir mis en place toutes ces choses-là, est-ce que ça a été bénéfique? Alors je vous ai présenté ici un chercheur qui s'appelle Yuri Shimak. Vous pouvez regarder sur Facebook notamment, c'est quelqu'un de très très actif. C'est quelqu'un qui vient de la psychologie sociale et pourtant c'est pas un avocat de la psychologie sociale, croyez-moi. C'est quelqu'un qui très très souvent justement, est très 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 dur avec la psychologie sociale et qui a développé des indices un peu comme ce que j'ai appelé tout à l'heure la piqueur. En fait, regardez la courbe d'épée. Alors lui, c'est pas ça, mais c'est d'autres indices. Et grâce à ces indices, il regarde ce que valent en fait les chercheurs. Donc par exemple, un chercheur va être nommé éditeur en chef d'une revue, va aller calculer en fait ces indices. Alors c'est un peu désagréable quand même comme idée, mais c'est un peu flicage. Mais il va aller regarder si les travaux de cette personne sont fiables. Alors voilà, c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui est très très critique, parfois presque trop. Et il a publié il n'y a pas longtemps l'évolution ces dernières années des revues de psychologie sociale. Donc là, vous avez tout ce qui se passe avant 2011 sur une mesure qu'il a donc créée lui, qui est une mesure de réplicabilité. Donc c'est à partir des résultats d'une littérature de voir si c'est des choses dont on peut penser que c'est réplicable. Et ce qu'on voit, c'est que depuis 2011,
sur différentes revues qui sont des revues phares de la psychologie sociale, on voit qu'en moyenne, on a une évolution très clairement positive. Donc très clairement positive, ces dernières années, on voit une amélioration de ce type d'indice. Alors on pourrait penser que c'est vrai dans tous les domaines, et donc pas seulement la psychologie sociale, et que d'avoir tapé sur la psychologie sociale, ça n'a pas eu vraiment d'impact particulier à la psychosociale, c'est vrai partout. Pas vraiment, parce que Yuri Shimak a montré que dans d'autres domaines, comme la psychologie du consommateur ou en psychologie clinique, c'est plat en fait ces dernières années. Donc il n'y a que en psychologie sociale, alors l'échelle n'est pas la même. Donc en fait ici vous auriez en fait qu'une augmentation si vous preniez cette même échelle. Donc on voit que dans le même temps, ces autres domaines, ici c'est vraiment plat. Donc il y a de l'espoir. La réplicabilité semble s'améliorer grâce à toutes ces choses qu'on a évoquées. Alors pour terminer, je vais citer ici Richard Thaler. Richard Thaler vient d'avoir le prix Nobel d'économie et il disait récemment « Je pense que les psychologues publient trop de petits articles. Regardez le nombre d'articles écrits par Kahneman et Tversky qui ont créé et définissent le champ qu'on appelle maintenant jugement et prise de décision. En fait, c'est même carrément l'économie comportementale, mais lui-même est économiste, donc peut-être que ça le dérange un peu de dire que ça comme ça. Ce truc sur le jugement, en anglais c'était « This stuff on judgment », je traduis ça comme ça, c'était dans le fond seulement 3 articles et une revue de littérature dans la revue Science. Et ensuite, ils ont fait la prospect theory, autrement dit, en 4 articles, blockbusters, il appelle ça, pour dire que c'est des articles qui ont été très importants, ça a donné un prix Nobel. Donc 4 articles et un prix Nobel, par opposition à des chercheurs qui aujourd'hui publient 15-20 papiers par an. Il nous dit ici, en fait, ce que Kahneman et Tversky avaient, ce qu'ils ont publié pour changer complètement et créer tout un champ et avoir un prix Nobel, aujourd'hui, ça ne serait même pas suffisant pour avoir une titularisation dans une université américaine. Donc, c'est peut-être de ça dont tu parles aussi à la fin de ton livre. Il y a aussi en fait toutes ces choses-là qui font que c'est toute une manière de penser les choses, vouloir publier. Et les auteurs dont je parlais tout à l'heure, Yuri Simonson, Leif Nelson et Jo Simons, nous disent qu'en fait, si on change nos pratiques, on ne peut pas espérer publier autant que ce qu'on publiait avant. On doit publier moins qu'avant. C'est une certitude, mais des effets qui seront beaucoup plus fiables. Merci.